Une jeune femme souffre d'une étrange maladie, au moindre contact, son dentier s'agite, soudain, elle ressent un malaise général, croise les jambes et affiche une gênée, le jeune homme à côté remarque son comportement inhabituel, le chauffeur arrête le bus, et les passagers lui laissent le passage, visiblement, elle a besoin d'aller aux toilettes, elle veut protester, expliquer que ce n'est pas le cas, mais finit tout de même par descendre, embarrassée, la veille au soir, elle s'était complètement enivrée, son intention était de raccompagner son ami chez lui, mais elle avait fini par trébucher et tomber face contre terre, son ami, qui semblait pourtant hors d'état de bouger, s'était soudain levé et avait couru comme un fou, elle s'était immédiatement lancée à sa poursuite, lorsqu'elle l'avait enfin rattrapé, elle l'avait vu en train de vomir sur une voiture, à l'instant où elle avait aperçu le logo du véhicule, ses yeux avaient failli lui sortir de la tête, lentement, elle avait levé les yeux vers l'homme qui se tenait à côté, puis s'était inclinée profondément pour s'excuser, promettant de le dédommager, cet homme dit avec indifférence que ce n'est pas grave, que de toute façon, ce n'est pas cassé, la jeune femme est surprise qu'il existe encore des gens aussi gentils, mais alors qu'elle s'apprête à emmener son ami, il lui fait un croche-pied, à ce moment précis, l'homme la rattrape, et, par réflexe, elle touche son torse, l'homme crache alors une perle rouge de sa bouche, qui, par accident, tombe dans la sienne, peut-être à cause de son goût étrange, elle s'évanouit immédiatement, lorsqu'elle reprend connaissance, elle trouve l'endroit un peu étrange et voit l'homme en face d'elle, le menton appuyé sur sa main, en train de la fixer attentivement, son regard lui donne la chair de poule, et elle lui demande pourquoi elle est là, l'homme lui explique qu'il l'a ramenée ici parce qu'elle ne se réveillait pas et qu'il doit récupérer quelque chose, la perle, qu'il a cultivée pendant plus de 900 ans et qu'elle a avalée, la jeune femme ne comprend pas, cette perle, c'est un objet ancien, l'homme répond calmement, je suis un gumio, elle recule lentement, se demandant pourquoi elle a autant de malchance pour tomber sur un fou pareil, alors qu'elle s'apprête à sortir son téléphone portable pour appeler à l'aide, un renard à 9 queues apparaît soudain devant elle, la terrifiant au point qu'elle s'évanouit sur le champ, lorsqu'elle reprend connaissance, c'est encore ce visage familier qu'elle voit, paniquée, elle sursaute, le gumio, s'attendant à sa peur, lui propose alors d'aller lui chercher une tasse de thé pour l'aider à se calmer, elle sait bien qu'elle est en terrain dangereux, enfin, pas dans la tanière d'un loup, mais plutôt dans celle d'un renard à 9 queues, quand le renard à 9 queues lui demande si elle veut un peu de sucre, elle a déjà disparu, elle pense être enfin hors de danger, mais à peine échappée du gumio, son ami un peu rondouillard, voulant juste la taquiner, la touche légèrement, et aussitôt, son corps devient mou, incapable de bouger. Son ami potelé ne comprend pas vraiment, il n'a pourtant exercé aucune force, alors qu'il voulait simplement l'aider à se relever, une décharge électrique traverse soudain le corps de la jeune femme, de son côté, le gumio semble avoir ressenti quelque chose, comme il s'y attendait, la jeune femme finit par venir le voir d'elle-même, elle lui demande si son malaise a un lien avec la perle, le gumio lui répond que la perle n'a aucun problème en soi, mais qu'elle ne doit en aucun cas entrer en contact avec un homme né l'année du tigre, les tigres et les renards sont des ennemis naturels, si elle touche un homme sous ce signe, son énergie entrera en conflit avec le dantian du renard qui est désormais en elle, la jeune femme s'exclame, alors quoi, je dois juste prendre un antidouleur à chaque fois que ça arrive. Le gumio tend lentement la main vers elle, non, il suffit que je te touche pour que la douleur disparaisse, et effectivement, elle se sent immédiatement mieux, mais quelque chose d'étrange se produit, la perle rouge, qui avait mis 900 ans à se former, change soudainement de couleur pour devenir bleue, elle voulait d'abord aller à l'hôpital pour se faire opérer et lui rendre la perle, mais le gumio lui explique qu'il n'y a absolument rien dans son ventre, la perle est déjà intégrée à son dan. Tiens, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous n'avons pas le choix, nous devons vivre ensemble, le gumio répond calmement que, bien que leur première rencontre soit plutôt étrange, cette perle est extrêmement importante pour lui, pour s'en débarrasser, elle n'a pas d'autre choix que de vivre avec lui et de trouver une solution ensemble, pour assurer sa propre sécurité, elle sort en pleine nuit avec sa valise et entre dans une boutique, elle demande au vendeur s'il a un tasé, le propriétaire sort alors un tasé et lui fait même une petite démonstration de son efficacité, la jeune femme est immédiatement conquise, mais lorsqu'elle apprend qu'il coûte 12 000 wons, elle reste figée sur place, voyant qu'elle trouve ça trop cher, le vendeur sort une bombe lacrymogène et lui assure que son efficacité est imbattable, et qu'il ne coûte que 70 000 wons, en entendant cela, la jeune femme s'empresse de dire que la bombe lacrymogène suffira, mais à ce moment-là, la télévision diffuse un reportage sur des disparitions récentes, rien qu'à voir ces images, elle ressent un léger frisson d'inquiétude, le vendeur, quant à lui, continue d'insister, ces types-là, c'est sûr qu'ils veulent voler des organes, à ces mots, la jeune femme blêmier, bégayant légèrement, annonce qu'elle va finalement prendre aussi le tasé, seul Dieu sait que ces achats ne sont pas destinés à se protéger des humains, mais d'un gumio vieux de 600 ans, tard dans la nuit, elle serre les dents et traîne sa valise jusqu'à la maison du gumio, de son côté, le renard l'observe depuis l'étage, intrigué. Pourquoi donc cette perle rouge, vieille de 600 ans, a-t-elle changé de couleur? Tremblant, elle avance lentement dans la cour, son regard croise celui du renard à 9 queues à l'intérieur, ce qui lui glace le sang, tout en essayant de garder son calme, elle maudit ses 18 générations d'ancêtres en silence. Mais soudain, le gumio apparaît juste devant elle et prend sa valise pour l'aider, bon, après tout, elle est déjà là, autant faire avec. Une fois à l'intérieur, il lui montre la chambre qu'il lui a préparée, elle s'apprête à s'y réfugier immédiatement, mais il l'interpelle avant qu'elle ne disparaisse, après tout, c'est leur première rencontre, et il ne connaît même pas son nom, elle se présente rapidement, je m'appelle Lidam, puis, sans perdre une seconde, elle tente de filer dans sa chambre, mais dans la précipitation, elle fait tomber sa bombe lacrymogène, sans perdre son sang-froid, elle improvise, oh, c'est un cadeau pour toi.
J'étais un peu pressé, alors je n'ai pas eu le temps de l'emballer, j'espère que ça te plaira. Le Gumiho joue le jeu et fait mine de tester son cadeau. Effectivement, un excellent présent désormais sans aucune arme pour se défendre. L'Idam s'allonge sur son lit, tendu comme jamais. C'est sûr, cette nuit, je ne dormirai pas d'un poil. Contre toute attente, elle s'endort d'une traite jusqu'au matin. Plus surprenant encore, le Gumiho lui a préparé un frigo rempli de nourriture. Ce renard rusé, pour compenser les désagréments qu'il lui cause, il lui propose de prendre en charge tous ses frais de scolarité. Lorsqu'elle reçoit le virement, l'Idam est si heureuse qu'elle n'arrive plus à fermer la bouche, oubliant complètement la situation absurde dans laquelle elle se trouve. De son côté, cet homme qui a vécu 600 ans partage pour la première fois son espace avec une femme, et la seconde d'après, il prend soudain l'apparence d'un vieil homme. Ce n'est qu'un sort de transformation, il lui explique qu'il doit partir en voyage d'affaires en France pendant 2 jours sous cette apparence et lui assure qu'elle peut l'appeler en cas de problème. L'Idam s'empresse de secouer la main. Non, non, tout va bien. Vraiment, pars tranquille. Mais à peine la nuit tombée, ses amis l'invitent à sortir faire la fête. Seulement, elle sait très bien qu'elle n'est plus comme avant, et que croiser quelqu'un du signe du tigre pourrait être une catastrophe. Elle doit donc vite s'éloigner, mais soudain, son téléphone lui échappe des mains et tombe au sol. Un inconnu le ramasse. Avec une attitude provocante, l'Idam ne plaisante plus, elle reprend immédiatement son téléphone et tente de s'en aller, mais la seconde suivante, l'homme l'attrape et la serre dans ses bras. Une douleur aiguë transperce immédiatement son ventre. Pas de doute, ce type est né sous le signe du tigre, mais l'Idam souffre tellement qu'elle est incapable de dire un mot. L'homme, lui, interprète mal son silence, pensant qu'elle se laisse faire, il l'entraîne avec lui. Très vite, ils arrivent dans une ruelle sombre, le visage de l'Idam devient de plus en plus pâle, l'homme tente de la rassurer, il y a un hôtel juste là-bas, repose-toi un peu, tu iras mieux. Après, mais elle n'a plus aucune force, tout ce qu'elle espère maintenant, c'est que quelqu'un vienne la sauver, mais soudain, le Gumiho, toujours en France, ressent quelque chose d'anormal, il essaie d'appeler l'Idam, mais elle ne répond pas, seul le ciel sait à quel point l'Idam se sent impuissante à cet instant. L'instant d'après, il apparaît devant elle, je t'ai cherché partout, il l'enlace et tente de l'éloigner de l'homme, mais ce dernier se met en travers de son chemin, visiblement. Ce type ne comprendra qu'avec des coups, le Gumiho n'hésite pas, il lui assène une claque magistrale, l'envoyant valser à 10 mètres de là. Après cet incident, la distance entre l'Idam et lui semble s'être réduite, elle comprend que s'il agit ainsi, c'est pour protéger la perle de renard en elle. Curieuse, elle lui demande si la perle peut être retirée, le Gumiho lui explique que le corps humain ne peut pas la contenir indéfiniment, tout au plus un an. L'Idam, inquiète, demande, et si on ne peut pas la retirer? Le Gumiho s'arrête un instant et lui dit d'une voix calme, tu mourras. En apprenant qu'il ne lui reste pas longtemps à vivre, l'Idam décide de profiter et de manger tout ce qu'elle n'a jamais goûté auparavant. Pendant ce temps, le Gumiho regarde l'horloge chez lui, il est déjà 23 heures, et il commence à s'inquiéter pour Iri. Ce qu'il ignore, c'est que l'Idam est en train de festoyer, complètement ivre, mais à force de boire, elle finit par trébucher toute seule, son pied gauche, accrochant son pied droit, et s'effondre de tout son long. Au moment où elle tente de se redresser, elle aperçoit une perle rouge devant elle. J'ai recraché la perle. Sans attendre, elle rentre en courant chez elle, reproduit le même geste avec un air sérieux, puis tend la main vers le Gumiho. Regarde, je ne vais pas mourir. Le Gumiho hausse un sourcil, jette un regard à l'objet dans sa main, puis demande calmement, pourquoi tu me montres un bonbon? L'expression de l'Idam change immédiatement, trahissant sa profonde déception, mais soudain, le Gumiho remarque quelque chose d'étrange chez elle, mais en suivant son regard. Attends, elle comptait vraiment utiliser ce vase antique comme endroit pour vomir? Comme prévu, l'instant d'après, l'Idam fonce droit sur la collection d'antiquités, le Gumiho agite légèrement la main, et tous les objets anciens s'élèvent dans les airs. Voyant qu'elle s'apprête à attaquer un autre meuble, il est clair qu'elle ne contrôle plus rien. D'un geste rapide, le Gumiho ouvre la porte des toilettes, et enfin, l'Idam retrouve son calme, elle observe les antiquités flottantes dans la maison et pousse un profond soupir. À ce stade, elle n'a plus d'autre choix que d'accepter son destin, mais à peine arrivée à l'université, elle fait une découverte terrifiante. Un groupe entier de garçons nés sous le signe du tigre se trouve juste devant elle, son esprit se met en alerte, et son cerveau tourne à toute vitesse. Sans perdre un instant, elle s'éclipse habilement, esquive chaque obstacle et se faufile hors du champ de mine. Juste au moment où elle pense être tirée d'affaire, une vague d'étudiants se précipite vers la cafétéria et la bouscule violemment. Un garçon essaie de la retenir, mais heureusement, quelqu'un d'autre attrape son bras juste à temps. L'Idam est curieuse, n'est-il pas censé être une année au-dessus d'elle? N'est-il pas censé être du signe du tigre? Mais son aîné lui explique qu'il est né en début d'année et qu'en réalité, il est du signe du lapin. Spontanément, l'Idam s'exclame que c'est une bonne chose. Son aîné, en entendant cela, est profondément gêné. Ce chemin n'est décidément pas facile à parcourir. L'Idam sait que si son destin est incertain, elle ne peut pas non plus se permettre de vivre dans la douleur, mais soudain, quelqu'un l'appelle, son cerveau se met immédiatement en marche. N'est-ce pas le garçon le plus populaire de l'école? C'est aussi son aîné, et il est bien du signe du tigre. Pourtant, il se contente de lui signaler qu'elle a fait tomber son manteau et le ramasse pour elle. Surprise par cette proximité soudaine, l'Idam reste sans voix et lui demande de poser le manteau par terre. Ensuite, elle se baisse prudemment pour le récupérer, craignant qu'il ne fasse quelque chose d'inattendu. Lorsqu'elle le ramasse enfin, elle le remercie rapidement avant de s'éclipser. Le jeune homme reste figé. Après tout, il n'est pas seulement un fils de riche, mais aussi le hot boy de l'école, accueilli avec enthousiasme par les filles partout où il va. Alors pourquoi cette fille l'a-t-elle évité comme la peste? Cela ne fait qu'attiser son intérêt pour cette étrange demoiselle. En découvrant que son interlocuteur est un Gumiho, l'Idam commence à négocier
négocier avec lui. Si, pour l'instant, il est impossible d'extraire la perle de Gumiho de son corps, alors pour le bien de cette perle, il doit veiller sur elle en permanence et assurer sa sécurité. En plus, il lui est interdit d'afficher son air froid habituel afin qu'elle garde toujours le moral. Ainsi, un accord est conclu entre eux. L'Idam pense avoir fait une bonne affaire, sans se douter que la nature des Gumiho est fondamentalement rusée. En effet, dès le lendemain, il retrouve son ami de 600 ans et lui parle de l'humaine qui a avalé sa perle. La perle rouge, vieille de 600 ans, est soudainement devenue bleue. Son ami, en l'apprenant, s'exclame que c'est une bonne chose, mais le Gumiho répond aussitôt qu'il ne peut pas tomber amoureux d'une jeune humaine. Il ne veut pas revivre une tragédie comme celle d'il y a 600 ans. De toute évidence, ce renard de 6 siècles a lui aussi une histoire bien lourde. Depuis que l'Idam a avalé la perle du Gumiho, elle est en état de tension permanente. Par hasard, le hot boy de l'école, non loin de là, l'aperçoit, fatigué et sans appétit. L'Idam salue ses amis avant de partir, mais à peine s'est-elle levée qu'elle est stoppée net par le hot boy. Son premier réflexe, ne surtout pas être en contact avec quelqu'un du signe du tigre. Elle lui demande donc poliment de la laisser passer, mais au lieu de s'écarter, il lui propose d'aller boire un verre ensemble. Sa meilleure amie, voyant cela, l'attrape immédiatement par le bras. Une occasion pareille, il est hors de question de la laisser filer. L'aînée lui demande si elle veut boire quelque chose, mais elle refuse catégoriquement. Son ami ne peut s'empêcher de lui demander pourquoi elle est aussi tendue. Quand il apprend qu'elle s'appelle l'Idam, il tente d'en profiter pour se rapprocher, mais elle l'évite immédiatement. Son visage s'assombrit aussitôt. Voyant cela, son ami intervient rapidement pour détendre l'atmosphère. L'aîné tente alors un geste, passant sa main derrière son dos, mais l'Idam recule par réflexe. Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Au juste, cette réaction l'agace profondément, mais heureusement, un appel téléphonique vient l'interrompre. Mais comme on dit, ce qu'on ne peut pas avoir devient d'autant plus désirable. Désormais, son objectif est clair, l'Idam. Seulement voilà, si la fleur tombe avec intention, l'eau, elle, s'écoule indifféremment. À la fin des cours, il lui emprunte de l'argent pour s'acheter une boisson, puis, d'un geste rapide, il lui arrache son téléphone des mains et y enregistre son propre numéro. Avant de partir, il lui lance « La prochaine fois que tu veux boire quelque chose, appelle-moi ». Ce deuxième au revoir, si clair et évident, aurait pu enthousiasmer l'Idam, mais non, elle n'aime pas ça. L'aîné, qui n'a jamais été rejeté de toute sa vie, se sent soudain intrigué par elle. De retour chez elle, l'Idam s'effondre en larmes. Elle a vécu 18 ans en parfaite santé, et voilà qu'elle se retrouve frappée d'une étrange malédiction. Qui sait si elle pourra encore voir le soleil l'année prochaine? Derrière la porte, le Gumiho l'observe. Cette scène ravive en lui une question que lui a posée l'un de ses semblables. Il sait parfaitement comment récupérer sa perle, alors pourquoi ne l'a-t-il toujours pas fait? Peu après, il retrouve l'Idam, affirmant vouloir vérifier quelque chose. Avant même qu'elle ne puisse réagir, il lui prend la main et observe la perle rouge qui brille en elle. Il a sa réponse, il la relâche alors et lui dit simplement « Tu peux rentrer chez toi ». Considère tout cela comme un rêve, puis, il attrape fermement le visage de l'Idam. Son intention initiale était de récupérer la perle de Gumiho, mais à cet instant précis, il remarque qu'elle a changé de couleur. Il s'arrête immédiatement, mais pour une humaine comme l'Idam, son cœur est déjà en émoi. Le Gumiho, lui, se met à réfléchir. Se pourrait-il que cette fille soit celle qu'il attend depuis 600 ans? Pour la première fois en 18 ans, l'Idam se retrouve taquinée de cette manière, enfin, pas par un être humain, mais par un Gumiho qui s'est entraîné pendant 6 siècles. Mais qui la croirait si elle racontait ça? Et comme c'est une première pour elle, elle manque totalement d'expérience. Alors, elle se tourne vers sa meilleure amie et lui demande « Disons que j'ai une amie. Elle vit avec un homme, et un jour, ce homme l'a embrassée sans prévenir, mais au moment crucial, tout s'arrête. Après tout, ils ne se connaissent que depuis une semaine. Pourtant, alors qu'elle s'apprêtait à partir, cet homme l'a soudainement serrée dans ses bras, sans un mot. Alors la question se pose, qu'est-ce qu'il cherche à faire? Au juste, sa meilleure amie est catégorique, c'est forcément une preuve d'amour. Elle ignore cependant qu'au même moment, l'homme en question est tout aussi perdu dans ses pensées. L'amie du Gumiho, elle, repense à ce qui s'est passé avec la perle du Gumiho. Elle a brièvement viré au bleu avant de redevenir rouge presque aussitôt. Pourquoi cela ne s'est-il pas passé ainsi pour l'Idam? Le Gumiho lui demande alors comment elle s'était sentie à l'époque. Elle lui répond que la perle avait immédiatement changé de couleur, car elle était devenue une simple humaine. À présent, même lui ne sait plus s'il veut vraiment récupérer sa perle ou non. Son ami l'analyse à sa place. Peut-être que c'est sa dernière chance. Ce qu'ils ignorent, c'est qu'au même moment, l'aîné pense lui aussi à l'Idam. Il cherche un prétexte pour la revoir et se dit que l'argent qu'il lui a emprunté ferait une parfaite excuse. L'Idam répond directement qu'elle n'a pas le temps. L'aîné, plus insistant que jamais, lui demande ce qu'elle a de si important à faire. Contre toute attente, l'Idam réplique qu'elle est en train de déboucher les toilettes, puis, sans la moindre gêne, elle lui demande s'il connaît une astuce pour y parvenir plus facilement. L'aîné commence à trouver cette fille de plus en plus intéressante. En réalité, elle est bel et bien en train de nettoyer les toilettes. Elle ne veut simplement pas que le Gumiho voit son visage gêné. Pendant ce temps, l'aîné lui passe un coup de fil pour lui expliquer comment faire, bloquer l'ouverture du WC avant de tirer la chasse, puis, une fois que le sac plastique gonfle au centre, appuyer fermement dessus. Effectivement, un bruit de succion se fait entendre. Folle de joie, l'Idam attrape son téléphone et le remercie chaleureusement. Mieux encore, elle lui trouve un surnom, le génie des toilettes. L'aîné, amusé, la remercie pour ce charmant surnom, puis, prétextant vouloir lui exprimer sa gratitude, lui propose de l'inviter à dîner. À peine a-t-elle entendu cela que l'Idam accepte immédiatement, preuve que séduire une fille sans la moindre stratégie, c'est peine perdue. Le soir venu, le Gumiho tente de gagner ses faveurs, il lui achète sa pizza préférée et, avec une douceur inhabituelle, lui
demande si elle en a assez, si ce n'est pas le cas, il se propose même d'aller lui cuisiner quelque chose lui-même. Face à tant d'attention, Lidam se retrouve soudain troublée, les paroles de sa meilleure amie lui reviennent en tête, un homme qui agit ainsi, c'est forcément parce qu'il est amoureux, elle secoue immédiatement la tête, impossible, mais malgré elle, elle finit par poser la question au Gumiho, pris au dépourvu, il reste sans voix, Lidam insiste alors, et hier soir, pourquoi tu as fait ça? Le Gumiho finit par répondre, au départ, il voulait vraiment la laisser partir, mais à l'instant où il a envisagé de devoir tout affronter seul après son départ, il s'est senti perdu, après avoir obtenu sa réponse, Lidam comprend enfin la situation, une chose de réglée, mais elle espère tout de même qu'à l'avenir, il saura mieux se contrôler et évitera les gestes ambigus qui risquent de prêter à confusion. Le Gumiho, lui, dissipe immédiatement la gêne en répondant qu'il voulait juste voir si elle se sentait responsable de lui. Lidam, intérieurement, soupire, les humains ne comprendront jamais le monde des Gumiho. Ce qu'elle ignore, c'est que le Gumiho a suivi les conseils de son ami pour faire en sorte que la perle en elle change de couleur. Celle-ci lui a suggéré de lui proposer de sortir ensemble, et voilà qu'après 600 ans d'existence, le Gumiho à 9 queues se retrouve confronté à un refus, encore plus embarrassé par ses propres paroles, il ne sait plus où se mettre parce que Lidam décide d'emménager seul, ce qui intrigue profondément son petit frère, soupçonneux, il commence à la surveiller. En secret, comme prévu, les deux jeunes découvrent quelque chose d'étrange, ils entendent sa sœur appeler quelqu'un, après une rapide analyse, ils supposent qu'il s'agit de son professeur, après tout, les jeunes appellent souvent leurs enseignants de cette façon. Pendant ce temps, le Gumiho est toujours préoccupé par la perle en Lidam, d'un geste machinal, Lidam pose la main sur son ventre et annonce qu'il n'y a eu aucun changement récemment, son ami, entendant cela, lance une hypothèse improbable, et si tu étais enceinte? Aussitôt, les deux arrivent à la même conclusion, Lidam est enceinte, c'est précisément à ce moment-là que le Gumiho, avec douceur, la réconforte, il sait que la perle lui cause bien des désagréments, Lidam, avec un soupir, répond que ce n'est rien, que de toute façon, elle sera bientôt retirée. Mais pour son petit frère, ce qu'il entend est une toute autre histoire, elle l'a dit, ma sœur est enceinte. Furieux, il entre immédiatement en scène, en voyant son regard empli de colère, Lidam comprend que sa vie ne tient plus qu'à un fil, sans perdre un instant, le jeune homme confronte le Gumiho, vous aimez ma sœur? Non, son frère continue de demander, alors, au moins, vous allez l'épouser, n'est-ce pas? Aussi, non, le jeune homme, en 18 ans d'existence, n'avait jamais rencontré un homme aussi irresponsable, mais avant même qu'il ne puisse exprimer sa fureur, son ami, lui, perd patience, sans hésiter, il attrape un bâton et se jette sur le Gumiho, malheureusement pour lui, le Gumiho n'a même pas besoin de bouger, d'un simple regard, il fige les deux dans les airs, la jeune fille, terrifiée, pousse un cri, mais le Gumiho, d'une voix calme, la rassure, ne t'inquiète pas, je vais les ramener chez eux en toute sécurité et effacer leurs souvenirs. Lidam n'a même pas le temps de protester, l'instant d'après, ils disparaissent dans l'air, le cœur battant, Lidam sent la panique monter, il ne faut pas oublier qu'il s'agit de son propre frère et de son meilleur ami. Sans perdre une seconde, elle saisit son téléphone et tente d'appeler son frère, mais à chaque fois, elle tombe sur une messagerie, c'est alors que son regard se pose sur le sac de son frère, toujours posé là, elle se précipite vers lui. Mais avant qu'elle ne puisse le toucher, il disparaît lui aussi. Lidam se précipite chez elle, mais à peine franchit elle la porte qu'elle découvre une scène totalement inattendue, son frère, entouré d'amis, en train de faire la fête comme si de rien n'était, interloqué, elle le fixe, lui, en la voyant, arque un sourcil, qu'est-ce que tu fais là? Lidam balaie la pièce du regard, mais il n'y a aucune trace d'inquiétude sur le visage de son frère, son sac qui avait disparu sous ses yeux, est à nouveau là, comme si rien ne s'était passé, alors, elle comprend, le Gumiho a réellement effacé leurs souvenirs, reprenant contenance, elle improvise une excuse, je suis juste venu chercher mes affaires, mais au lieu d'un d'accord, son frère lui lance, avec désinvolture, prends-les et pars vite, sortie de chez elle, Lidam pousse un long soupir, ce Gumiho, il est vraiment rusé, mais elle ignore qu'au même moment, ce dernier est en train de se faire moquer par son ami, elle dit, alors comme ça, après 600 ans, tu n'arrives même pas à gérer une simple humaine? Face à son air embarrassé, elle décide de lui donner un conseil, écoute, au 21e siècle, ce ne sont plus les belles paroles qui comptent, il la regarde, perplexe, elle continue, ce qui marche maintenant, c'est l'action, il faut comprendre ce qu'elle veut, ce qui l'inquiète, et agir en conséquence. Quand Lidam revient, elle prend l'initiative de dire qu'elle a besoin d'aide, le Gumiho pense que c'est enfin son moment, mais la seconde d'après, la demande de Lidam le prend totalement au dépourvu, Dieu sait à quel point cet aîné est collant, il apparaît devant elle au moins 20 fois par jour en l'espace de 12 heures, et le reste du temps, il lui envoie des messages pour lui proposer de sortir, Lidam comprend alors à quel point ce type est persistant, ce qui lui rappelle qu'à une époque, elle était peut-être pareille, ce qu'elle ignore, c'est que cet aîné agit ainsi uniquement parce qu'il a fait un pari avec ses potes, cette fille, même le plus beau mec du lycée n'a pas réussi à la voir, il voulait juste prouver qu'il pouvait séduire Lidam, la mise, 100 000 wons, Lidam ne supporte plus l'insistance de l'aîné et commence à parler au Gumiho d'une voix enrouée, lui expliquant sa situation, en l'écoutant, le Gumiho comprend immédiatement son objectif, elle veut le dégoûter pour qu'il abandonne et arrête de la coller, n'est-ce pas? Très bien, il décide alors d'adopter un comportement de faux couple afin de révéler le côté le plus insupportable de Lidam, mais le résultat dépasse ses attentes, elle en reste bouche bée, sans perdre une seconde, le Gumiho commence à analyser son style vestimentaire et lui conseille de remettre le t-shirt avec le chien qu'elle portait la dernière fois, un look un peu ringard, mais justement, c'est ce qu'il faut pour que ça fonctionne, Lidam trouve l'idée géniale,
génial, il lui donne ensuite un cours sur l'art de manger de manière exagérée pour esséurer son prétendant, il lui rappelle d'ailleurs qu'il l'avait déjà vu une fois, la bouche pleine de sauce noire en mangeant des jajangmyeon, et que c'était exactement le genre de choses qui pouvait faire fuir quelqu'un. Plus l'idame écoute, plus elle se sent agacée, mais le Gummyo, aveugle à son malaise, continue de parler avec enthousiasme, il lui rappelle même qu'il l'a déjà entendu jurer au téléphone avec ses amis, si elle se mettait à parler comme ça devant l'aîné, elle pourrait économiser la moitié de ses efforts. En entendant ça, l'idame réalise qu'elle n'a même pas besoin d'en faire autant, il lui suffit d'être elle-même comme d'habitude. Juste au moment où il s'apprête à partir, l'aîné l'appelle, mais dès qu'elle décroche, elle entend un bruit de fond assourdissant. 2 secondes plus tard, il apparaît juste derrière elle, le Gummyo, vif comme l'éclair, attrape l'idame pour la retenir, son cœur rate un battement, sans qu'elle ne sache pourquoi. Aussitôt, elle s'écarte instinctivement de lui, mais le regard du Gummyo, lui, reste fixé sur l'aîné. Voyant la situation, l'idame s'empresse de faire les présentations, mais à peine ouvre-t-elle la bouche qu'elle se rend compte qu'elle ne peut décemment pas dire que cette personne est un Gummyo. Qui la croirait? Elle finit donc par dire simplement que c'est quelqu'un qu'elle a rencontré par hasard, sans vraiment savoir comment, mais l'aîné n'y prête même pas attention. Au lieu de ça, il invite l'idame à aller au cinéma avec lui le lendemain. Le Gummyo, pour une raison inconnue, n'apprécie pas du tout, et avant de partir, l'aîné pousse même l'audace jusqu'à ébouriffer les cheveux de l'idame, avant de lancer un regard provocateur au Gummyo et de s'éloigner. Problème, l'idame est maintenant dans de beaux draps, parce qu'il faut savoir que cet aîné est du signe du tigre, et que le Gummyo le regarde à présent comme s'il allait le dévorer tout cru. Très vite, le jour du rendez-vous arrive, mais le temps n'est pas au rendez-vous. Après la séance de cinéma, la pluie commence à tomber, l'aîné comptait bien passer à l'attaque, mais il réalise soudain que son petit frère a vidé tout l'argent de son portefeuille. Gêné, l'aîné demande timidement à l'idame quoi faire, elle lui fait signe de la suivre, promettant qu'elle le ramènera chez lui, mais ironiquement, ce geste réduit à néant tous ses efforts pour paraître insupportable. À cet instant, un sentiment étrange commence à naître dans le cœur de l'aîné. De son côté, ce fils de riche qui n'a jamais pris le bus de sa vie monte pour la première fois dans un transport en commun. Après l'avoir accompagné, l'idame ressent une immense satisfaction. Aujourd'hui, elle a montré tout ce qu'elle avait de plus repoussant, il n'y aura sûrement pas de prochaine fois, mais contre toute attente, ce qu'elle croyait être un comportement disgracieux est, aux yeux de l'aîné, terriblement attendrissant. Le lendemain, une jeune femme qui a vécu 900 ans fait son entrée à l'école, sans son uniforme. En un instant, elle devient le centre de toutes les attentions, mais la première chose qu'elle fait en arrivant, c'est se lier d'amitié avec une certaine personne. Enchantée de te rencontrer. J'espère qu'on s'entendra bien. Mais contre toute attente, cette nouvelle camarade montre son amitié d'une manière plutôt étrange. Elle fixe l'idame sans cligner des yeux, au point que celle-ci en a presque la chair de poule. Ce qu'elle ignore, c'est qu'un peu plus loin, une autre personne l'observe tout aussi intensément. C'est justement pour cette raison que le Gummyo qui vit avec elle n'a pas hésité une seconde à accepter d'organiser l'entrée à l'école de son amie Renarde, lorsqu'elle a exprimé son envie d'y aller. Mais, entre créatures rusées, elles se comprennent trop bien, elle sait parfaitement ce qui se passe dans la tête du Gummyo. Comme par hasard, aujourd'hui elle s'est habillée élégamment et elle a dit qu'elle rentrerait tard parce qu'elle avait un rendez-vous. Extérieurement, le Gummyo reste impassible, mais à peine l'idame franchit elle la porte que toutes ses pensées la suivent déjà. Pendant ce temps, dès son premier jour d'école, la Gummyo se retrouve face à une épreuve inattendue. Le professeur leur annonce un exercice pratique. Par groupe de 2, ils devront explorer un thème, l'amour, et rendre leur projet à la fin du week-end, et ensuite, chacun devra rédiger un rapport individuel. Mais quand un étudiant regarde la liste des groupes, il ouvre de grands yeux en découvrant un nom inconnu. Serait-ce la nouvelle élève? La Gummyo, elle, ne semble pas surprise du tout et le salue joyeusement. Puis vient le tour de l'idame. En voyant son propre groupe, elle reste pétrifiée, elle est en binôme avec l'aîné, elle a soudain l'impression que l'enfer n'est plus très loin. Mais de son côté, l'aîné est aux anges, décidément, le destin est de son côté. Le matin du rendez-vous, l'idame ressent soudain une gêne au ventre. Par réflexe, elle ouvre le calendrier sur son téléphone et comprend immédiatement, aujourd'hui, elle a ses règles. Elle se tourne alors vers le Gummyo et lui dit qu'elle se sent complètement vidée et qu'elle va rentrer se reposer. Intriguée, le Gummyo lui demande si quelque chose ne va pas, si elle est malade, mais l'idame n'a pas l'énergie d'expliquer et s'éclipse dans sa chambre sans un mot de plus. Le Gummyo passe toute la matinée avec un livre à la main, mais en réalité, il ne tourne même pas une page, il ne cesse de jeter des coups d'œil à l'horloge. Finalement, n'y tenant plus, il se précipite devant la porte de l'idame et lui demande si elle veut qu'il lui achète des médicaments. Voyant sa réaction faible, le Gummyo commence à s'inquiéter, et si elle avait de la fièvre? L'idame lève les yeux au ciel, ce n'est pas quelque chose qui se soigne avec des médicaments. Aussitôt, le Gummyo semble comprendre, il annonce qu'il va lui préparer de l'eau chaude et disparaît à toute vitesse, mais ce n'est pas tout, il lui prépare également un véritable festin, et visiblement, cette technique fonctionne. Après avoir mangé, l'idame sent son estomac bien plus apaisé, cela soulage les symptômes, mais pas la cause profonde, et pourtant, quand elle ouvre à nouveau les yeux, il fait déjà jour. Elle se dit que ce n'est pas comme si son cycle pouvait disparaître d'un coup, il va falloir attendre encore quelques jours. Soudain, une pensée lui traverse l'esprit, si elle traîne son corps affaibli et touche l'aîné, qui est du signe du tigre, ce sera sûrement le jour de sa mort, mais aujourd'hui, c'est dimanche, pas d'échappatoire, il faut bien finir le projet sur l'amour que le professeur a donné. Le Gummyo lui demande où elle va, désespérée, l'idame répond qu'elle doit sortir avec l'aîné du signe du tigre pour terminer le projet. En la voyant aussi faible, le Gummyo hésite soudain à la laisser partir, puis, il l'interpelle
l'interpelle et lui dit qu'il a un moyen de l'épargner. Intrigué, l'Idam lui demande si c'est vraiment possible. Sans un mot, le Gumiho prend l'apparence de l'Idam. Ne t'inquiète pas, je vais sortir à ta place, dit-il, repose-toi bien, mais il ne sait pas que l'apparence peut être simulée, alors que Laura, elle, ne trompe pas. En ce moment même, l'aîné attend déjà. Depuis une demi-heure, le faux l'Idam arrive aussi au point de rendez-vous comme prévu, mais quelque chose semble étrange. Comme beaucoup d'autres couples, la première étape du rendez-vous, c'est de manger. Pourtant, l'habitude du Gumiho est d'être toujours courtois, et ce comportement ne fait qu'accentuer la confusion de l'aîné. Malgré son apparence douce et élégante, quelque chose cloche. Pendant ce temps, la Gumiho est en plein rendez-vous avec Jejin et se prépare à aller voir un film. Pour valider son cours, c'est à ce moment-là qu'elle aperçoit l'Idam et l'aîné à l'entrée du cinéma. Dès que Jejin voit l'Idam, il s'excite immédiatement et se précipite vers lui comme à son habitude, mais la Gumiho, qui se trouve non loin, remarque immédiatement que ce l'Idam n'est pas le vrai. En 600 ans d'existence, c'est bien la première fois qu'elle est confrontée à une telle situation. Restant à côté, elle observe simplement la scène. Après tout, c'est la première fois que le Gumiho vient chercher l'Idam à la sortie des cours. Avec un soin méticuleux, il prend même la peine d'étendre un coussin sur le siège pour éviter que son dos ne prenne froid. Tout est prêt, il ne manque plus que la principale intéressée. Très vite, quelqu'un frappe à la fenêtre de sa voiture. Pensant que c'est l'Idam, le Gumiho baisse la vitre, mais à sa grande surprise, c'est une autre Gumiho qui apparaît devant lui. Sans la moindre gêne, elle s'installe dans la voiture et utilise le foulard qu'il a préparé. Voyant son expression, elle devine tout de suite qu'elle n'est pas la personne attendue. Alors, elle le prévient d'un ton calme. Les renards à neuf queues comme nous lorsqu'ils tombent amoureux, ils n'ont jamais une fin heureuse. Si des sentiments personnels viennent compromettre une grande affaire, il sera trop tard pour pleurer. À ce moment-là, l'Idam, qui se trouve non loin, marche en direction de la voiture. Voyant cela, le Gumiho lui dit d'arrêter de parler pour rien et de descendre immédiatement, mais la Gumiho, feignant l'indignation, répond qu'elle refuse. Pourtant, alors que l'Idam s'approche de plus en plus, elle continue tranquillement à se maquiller. Au moment où l'Idam ouvre la porte, il n'y a plus aucune trace d'elle. Ce qu'elle ignore, c'est qu'elle est toujours là, en train de se maquiller à côté, et qu'elle parle encore d'aller à l'hôtel, mais lorsqu'elle tourne la tête, elle se retrouve déjà dehors. Gênée, elle réalise que le Gumiho, prêt à tout pour son coup de cœur, l'a éjecté sans le moindre scrupule. Pendant ce temps, l'Idam monte dans la voiture du Gumiho, un sourire radieux sur le visage, mais au même moment, son meilleur ami passe par là et le surprend, et comme si cela ne suffisait pas, Jejin, lui aussi, commence à bouillonner intérieurement. Même lorsque l'Idam engage la conversation avec lui, il ne lui accorde aucune attention et l'accuse même de manquer de loyauté. Je t'ai tout raconté sans aucune honte, même les histoires des amis de mon ex, et toi, tu ne me considères même pas comme un ami. Il lance cette phrase, puis s'en va sans attendre de réponse, et l'ignore complètement pendant plusieurs jours. De retour chez elle, l'Idam n'en peut plus, elle finit par appeler Jejin, décidée à tout lui expliquer une bonne fois pour toutes, mais contre toute attente, il lui raccroche directement au nez. À l'extérieur, le Gumiho sursaute en entendant cela, manquant de révéler sa véritable apparence sous le choc. Après le repas, il profite de l'occasion pour demander à l'Idam si la perle du Gumiho dans son ventre lui cause des désagréments. En entendant cela, l'Idam ne manque pas de se plaindre et lui demande s'il a enfin trouvé un moyen de l'enlever. Voyant que le Gumiho ne dit rien, l'Idam demande « Ne me dis pas que tu n'as toujours pas trouvé de solution ?» Le Gumiho répond calmement que non, il n'en a pas encore trouvé. En réalité, il ment, il connaît bel et bien un moyen, mais choisit de ne rien dire. Pendant ce temps, Jejin est lui aussi envahi par un profond malaise. C'est alors qu'il surprend une conversation entre des camarades à côté de lui. Cette fois, l'aîné s'est vraiment fait avoir, à force de se vanter, il l'a bien cherché. Et puis, des filles comme l'Idam, c'est facile à berner. Maintenant, il abandonne et laisse filer 100 000 won sans broncher, ça veut dire qu'elle a quand même des exigences. En entendant cela, Jejin ne peut plus se contenir, il va aussitôt trouver l'aîné, l'attrape par le col sans la moindre tenue et le confronte. Tu veux dire que tu as parié sur l'Idam avec d'autres? Le silence de l'aîné en dit long. Finalement, il admet et demande à Jejin de ne rien dire à l'Idam. L'aîné dit pourtant qu'il ne dira rien à l'Idam, car il ne veut pas qu'elle soit triste, mais avec un tel remue-ménage, l'Idam n'est pas sourde non plus. Dieu seul sait à quel point l'aîné l'aime réellement, il veut la retenir, mais elle lui répond de ne pas perdre son temps et de considérer cela comme une histoire passée. L'aîné s'excuse sincèrement et lui demande de ne pas lui en vouloir. C'est à ce moment-là que ses deux meilleurs amis arrivent, lançant des regards hostiles à l'aîné avant d'emmener l'Idam avec eux, mais une vague en chasse une autre. Ces derniers temps, il y a de nombreuses disparitions inexpliquées, et lorsqu'on retrouve ces personnes, leurs organes ont été entièrement arrachés. La Gumiho sent que quelque chose ne tourne pas rond, elle appelle alors le Gumiho et lui dit que ces crimes récents ne sont pas l'œuvre des humains. Le Gumiho raccroche avec un mauvais pressentiment, il lit un livre le soir et oublie de tirer les rideaux. À travers la fenêtre, il aperçoit un chat qui le fixe intensément, mais après le retour de l'Idam, elle non plus n'a pas l'habitude de fermer les rideaux, sans se douter qu'elle est déjà devenue la cible du chat à l'extérieur. Soudain, le Gumiho ressent une étrange intuition. À cet instant, le chat semble percevoir le danger et s'enfuit immédiatement, mais alors qu'il s'éloigne, il se transforme peu à peu en humain. Quand le Gumiho se précipite dehors pour le poursuivre, il ne reste plus rien. C'est alors qu'il repense à ce que la Gumiho lui a dit. Toutes les personnes disparues récemment ont été retrouvées avec leurs organes arrachés, ce qui laisse penser que ce n'est probablement pas l'œuvre d'un humain. Le lendemain, alors que l'Idam part en cours, la Gumiho ne la lâche pas d'une semelle, même une fois en classe, son regard ne se détache pas d'elle. L'Idam ne comprend pas ce qui prend à la Gumiho ni pourquoi elle agit ainsi, elle ignore que quelqu'un lui a demandé de le
faire. Après tout, ce Gumio, qui a vécu 600 ans, ouvre la bouche pour lui demander un service pour la première fois. La Gumio se dit en elle-même, alors même toi, un vieil homme comme ça, tu peux avoir besoin de moi. Elle finit par accepter à contre-cœur, d'accord, je ferai de mon mieux pour protéger l'Idam, mais ce qu'elle appelle se donner à fond semble un peu exagéré. D'un coup, une main surgit en direction de l'Idam, la Gumio la remarque aussitôt et l'attrape fermement. Gégine hurle de douleur, ce qui ne fait qu'accentuer le sentiment d'étrangeté chez l'Idam, mais le plus étrange reste encore à venir. Alors qu'elle se rend seule à la bibliothèque pour acheter un livre, elle se retourne et percute quelqu'un. L'homme ramasse son livre pour elle, puis, d'une voix posée, il lui dit simplement « Faites attention », mais ces 3 mots suffisent à provoquer une étrange peur chez l'Idam. Soudain, le Gumio l'interpelle derrière elle et lui demande ce qu'elle fait. Elle répond qu'elle vient de heurter quelqu'un, mais en se retournant, elle réalise que cette personne a disparu en un clin d'œil. Pensant que ce n'est pas important, elle n'y prête pas plus attention, sans se douter qu'ils se reverront plus tard. Un jour, alors qu'elle passe devant une boutique de fleurs, son regard s'arrête sur une jeune femme à l'intérieur. Cela lui rappelle immédiatement un portrait. Elle se souvient alors d'avoir vu ce visage dans un livre appartenant au Gumio. Ce dernier lui avoue qu'il s'agit de son premier amour, bien qu'il ne s'agisse que d'une ancienne histoire datant d'il y a 500 ans. L'Idam ressent malgré tout une pointe de jalousie, mais maintenant qu'elle voit une femme identique à celle du portrait, un étrange pressentiment s'installe en elle. Au même moment, le Gumio arrive et aperçoit la femme à l'intérieur. Comme prévu, leur regard s'enflamme aussitôt. L'Idam lui attrape la main et insiste pour rentrer à la maison, mais le Gumio lui répond de partir devant, promettant de la rejoindre rapidement. Pourtant, dès qu'elle s'éloigne, il entre immédiatement dans la boutique de fleurs. D'un seul regard, il comprend tout. Si tu choisis d'apparaître devant moi avec ce visage, c'est forcément pour essayer de me voler mon jade de Gumio. La femme abandonne aussitôt toute prétention. La fleur qu'elle tenait disparaît instantanément, et sa voix résonne dans l'air. De toute façon, le jade n'est pas sur toi. Puis elle disparaît sans laisser de traces. Le Gumio sent un danger imminent. Sans perdre un instant, il se téléporte chez lui. Il scrute nerveusement les environs avant d'attraper l'Idam par le bras. Il ne lui parle pas de ce qui s'est passé dans la boutique, mais il lui assure d'une voix ferme, mon premier amour appartient au passé. Désormais, la seule chose qui compte, c'est de te protéger. Cette promesse rassure l'Idam, mais elle ignore que le danger se rapproche. Conscient de la menace imminente, le Gumio l'accompagne partout, chaque jour. Pourtant, avec les examens qui approchent, l'Idam est débordée par ses révisions. Le soir, elle reste tard pour chercher des documents, sans se douter qu'une présence dans l'ombre l'observe en silence. Dans sa voiture, le Gumio est inquiet et décide d'aller la chercher, mais soudain, son téléphone sonne. À l'autre bout du fil, une voix lui dit que, juste avant de mourir, le capitaine de l'enquête a mentionné avoir reconnu le visage du meurtrier. Le Gumio fixe son rétroviseur. Se pourrait-il que le coupable ait la capacité de changer d'apparence, comme moi? Pendant ce temps, l'Idam aperçoit le Gumio entrer dans la bibliothèque pour la chercher. Ravie, elle lui demande « Pourquoi es-tu venu aussi vite ?» Il répond calmement « Je voulais voir comment tu allais ». Puis son regard descend lentement vers son ventre. En voyant cette lueur rouge, il esquisse un sourire avide avant de tendre lentement la main vers elle. Soudain, des livres tombent des étagères. À cet instant précis, l'homme est projeté en arrière sur des dizaines de mètres par une force invisible. Quand l'Idam se retourne, le Gumio a déjà disparu. Elle ne se doute pas un instant que l'homme devant elle n'était autre qu'un esprit maléfique métamorphosé. Le Gumio, lui, ne laisse pas passer cette occasion. Il serre fermement la gorge de l'esprit maléfique, qui disparaît en un éclair sous la pression de sa main, mais au lieu de se sentir soulagé, il est envahi par une crainte profonde. Comme pour répondre à ses doutes, l'esprit de la montagne apparaît. Il le met en garde. J'espère qu'à la fin, tu ne deviendras pas comme elle. Prends cette fille comme ta dernière ligne de défense, et transforme-toi en humain. Le lendemain, comme si de rien n'était, le Gumio propose à l'Idam de partir en voyage. L'Idam, intrigué, lui demande pourquoi il a soudain changé d'avis alors qu'il refusait toujours de voyager auparavant. Le Gumio répond avec un sourire, maintenant, j'ai réfléchi différemment. Ravi, l'Idam ne se doute pas que son compagnon a un tout autre objectif en tête. Sur la route, ils prennent de magnifiques photos ensemble et visitent même la terre des vœux. Inspirée par l'endroit, l'Idam commence à faire un vœu pour elle-même, mais peu importe ce qu'elle souhaite, elle finit bientôt en larmes. Profondément bouleversée, il continue à se promener jusque tard dans la soirée, sous un ciel qui ne fait qu'ajouter à l'atmosphère romantique du moment. Souriant, l'Idam propose alors, revenons ici l'année prochaine. Le Gumio reste figé quelques secondes avant de murmurer, l'Idam, je t'ai menti, en réalité, j'ai toujours su comment extraire le jade, mais par égoïsme, parce que je voulais devenir humain, j'ai laissé ton énergie nourrir la pierre, et c'est pour ça que je ne l'ai jamais retirée, mais maintenant, je veux mettre fin à tout ça. Le Gumio fixe l'Idam d'un regard douloureux avant d'ajouter, quand tu te réveilleras, tu auras tout oublié. Sans attendre de réponse, il s'approche doucement d'elle et retire enfin le jade de son corps. Des larmes coulent sur le visage de l'Idam, alors qu'elle sent une douleur indescriptible l'envahir. Lorsqu'elle se réveille, tout semble être redevenu comme avant, sa vie reprend son cours habituel. Mais sur le chemin de l'université, une image familière traverse soudain son esprit. C'est quoi, ça? Pourquoi je me souviens? À peine quelques secondes plus tard, elle s'accroupit sur le sol, éclatant en sanglots. L'aîné, intrigué, s'approche d'elle, inquiet, il lui demande, qu'est-ce qui ne va pas? Tu te sens mal? Viens, assieds-toi un instant. Mais alors qu'il la regarde pleurer à chaudes larmes, il ressent une étrange satisfaction. Pour la première fois, l'Idam ne le repousse pas, mais la distance entre eux est trop courte, ce qui attire l'attention d'une Gumio qui passe par là. Intriguée, elle se demande pourquoi l'Idam s'approche autant d'un homme du signe du tigre.
Une seule explication lui vient à l'esprit, alors même que son esprit est entièrement occupé par l'image de l'idame, elle s'approche alors du Gumiho et lui demande s'il a fait quelque chose qu'il pourrait regretter. Il lui répond en retour, tu l'as vu, n'est-ce pas? La Gumiho lui rappelle que s'il avait décidé de garder la perle en elle pour se nourrir, il n'aurait jamais dû se laisser emporter par ses sentiments. Maintenant qu'il a renoncé, il doit simplement chercher une nouvelle cible. Tu devrais savoir que ton temps touche à sa fin, mais une question la trouble. Pourquoi n'a-t-il pas effacé les souvenirs de l'idame? Le Gumiho affirme qu'il a bien supprimé tout ce qui la concernait. Pourtant, la Gumiho commence à douter. Se pourrait-il que sa magie ait perdu de sa puissance? Très vite, le ciel bleu se couvre et une pluie battante s'abat soudainement. L'idame pousse un long soupir décidément. La malchance la suit partout où elle va. À ce moment-là, une ombrelle apparaît au-dessus de sa tête. En se retournant, elle aperçoit le Gumiho. Sans un mot, elle s'éloigne sous la pluie. Le Gumiho l'appelle. Il pleut. Prends ce parapluie. Mais l'idame rétorque froidement. Pourquoi devrais-je accepter le parapluie d'un inconnu? Ce simple inconnu lui transperce le cœur. Pourtant, n'est-ce pas exactement ce qu'il souhaitait? Mais il n'avait pas prévu que la nouvelle se répandrait aussi vite. Un jeune professeur arrive aujourd'hui, et cet homme, c'est lui. Bien sûr, il est venu pour l'idame, mais son charisme ne tarde pas à attirer l'attention de nombreux étudiants. Pourtant, l'idame est la seule à comprendre. Ce type, il ne peut être ici pour rien de bon. Mais ce qu'elle redoutait le plus finit par arriver. Elle tombe sur le Gumiho dans l'ascenseur. Impossible d'y échapper. Elle doit entrer. L'atmosphère est étrangement pesante. À ce moment-là, l'aîné demande à l'idame si elle a choisi une date pour le dîner qu'ils avaient prévu. Le Gumiho ne dit rien, mais il entend tout, sans même lui laisser le temps de répondre. L'aîné propose, et ce soir, ça te va? Soudain, l'ascenseur tremble violemment. Par réflexe, le Gumiho et l'aîné tendent la main pour soutenir l'idame. Elle jette un regard au Gumiho, puis le repousse immédiatement. À l'inverse, elle remercie l'aîné de l'avoir rattrapé, une réaction qui provoque une étrange irritation chez le Gumiho. À peine sorti de l'ascenseur, l'aîné en profite pour suivre l'idame, mais contre toute attente, elle l'entraîne volontairement dans un endroit isolé avant de lui avouer le message pour le dîner. Ce n'est pas moi qui l'ai envoyé. Contre toute attente, l'aîné répond, moi non plus. Ce jour-là, voyant que l'idame n'était pas d'humeur, l'aîné voulait lui envoyer un message pour la réconforter, mais après avoir longuement hésité, il ne savait toujours pas quoi écrire. C'est alors que sa petite sœur, espiègle, lui a arraché son téléphone. Elle découvrit aussitôt que son frère échangeait des messages avec une fille. Amusée, elle s'est amusée à taper quelques mots. Quand l'aîné réussit enfin à récupérer son téléphone, il a réalisé avec stupeur que sa sœur avait envoyé une invitation à dîner à l'idame, refusée 100 fois ou 101 fois. Quelle différence s'était-elle moquée? De son côté, alors qu'elle mangeait, l'idame est tombée sur le message de l'aîné. Son petit frère, assis à côté d'elle, ne put s'empêcher de soupirer. Ma sœur, même elle a un prétendant. Amusé, il s'est emparé aussitôt de son téléphone et s'est mis à jouer avec. Lorsqu'il vit la réponse de l'aîné et Jean serait ravi, il eut un sourire satisfait. Au moins, ce gars-là a l'air motivé. L'aîné, de son côté, est fou de joie. Il a même envie de récompenser sa petite sœur, malgré son côté imprévisible, mais son enthousiasme est de courte durée. Très vite, il déchante en apprenant, directement de l'idame, qu'elle a déjà quelqu'un en tête. Son cœur rate un battement. Ce qu'ils ignorent, c'est que, de l'autre côté de la porte, le Gumiho a entendu chaque mot. Alors, elle aime déjà quelqu'un, pense-t-il en silence. En cours, l'aîné ne peut s'empêcher de lancer des regards à l'idame, obsédé par une seule question, qui est cette personne? Pour l'instant, la seule personne proche d'elle est Jejin. Se pourrait-il que ce soit lui? Il pense, si c'est vraiment le cas, c'est incompréhensible, il ne lui arrive pas à la cheville. Moi, au moins, je vaux mieux que lui. Mais au même instant, sur l'estrade, le Gumiho, en plein cours, remarque l'idame sourire joyeusement avec Jejin, et là, sans s'en rendre compte, il reste figé, troublé par cette scène. Le Gumiho, tout comme l'aîné, en arrive à la même conclusion. L'idame aime Jejin. De son côté, l'aîné rentre chez lui et montre une photo de Jejin à sa petite sœur. Nous deux, qui est le plus beau? Demande-t-il avec sérieux. Après avoir observé l'image, elle répond franchement, si je dois être honnête. Toi, bien sûr, tu es largement plus beau que lui. En entendant ça, un sourire satisfait s'étire sur les lèvres de l'aîné. Il sort aussitôt un billet et le tend à sa sœur. Tiens, va t'acheter quelque chose de bon. Puis, il se place devant le miroir, admirant son reflet avec fierté. Évidemment, je suis trop beau, ce type n'a aucune chance. Pendant ce temps, l'idame, de son côté, noie son chagrin dans l'alcool en compagnie de Jejin, mais elle ne s'attendait pas à ce que son ami ait une si mauvaise tolérance à l'alcool. Comme toujours, elle finit par devoir le porter sur son dos, et bien sûr, après une énième chute, Jejin se met à courir comme un fou, et fonce droit dans une voiture garée. L'idame le regarde, abasourdi, c'est la catastrophe. Il vient de casser un rétroviseur. L'idame le relève immédiatement et range le désordre. Soudain, la personne qui descend de la voiture est une Gumiho. Avant que l'idame n'ait le temps de réagir, une autre personne sort du véhicule, ce qui la laisse sans voix. Elle aide alors rapidement Jejin, le principal responsable, à se relever. La Gumiho veut intervenir, mais l'idame la repousse en disant qu'elle peut s'en occuper seule. Elle s'excuse aussi d'avoir abîmé la voiture et promet de rembourser les dégâts. Le lendemain, l'université organise une sortie. Par hasard, la Gumiho est assise à côté de l'idame, ce qui lui rappelle forcément la scène de la veille, où la Gumiho est sortie de la voiture en pleine nuit. Dire qu'elle ne ressent rien serait un mensonge, mais à peine sont-ils arrivés sur place que l'aîné s'apprête à lui faire une déclaration. À ce moment-là, Jejin intervient et l'interrompt. L'aîné lui demande alors s'il est vraiment un humain ordinaire et pourquoi il est toujours autour de l'idame. Jejin ressent aussi une certaine hostilité envers lui, et les deux commencent à se disputer. Cette scène est justement
injustement aperçu par la Gumiho, qui ne peut s'empêcher d'éprouver de la compassion pour le Gumiho. Très vite, celui-ci reçoit une photo montrant deux hommes en train de se disputer pour une femme. En voyant le regard de l'idame, il décide d'intervenir lui-même. L'homme regarde simplement la photo de la jeune femme, puis murmure une incantation, comme prévu. À peine quelques secondes plus tard, elle se dirige vers lui, mais contre toute attente, le Gumiho s'avance précipitamment vers elle, lui attrape fermement le visage et l'embrasse. Instinctivement, l'idame lui rend son baiser. C'est à cet instant que son regard change brusquement, ses gestes deviennent soudainement plus brusques, et il aspire de grandes bouffées d'air. L'idame sent que quelque chose ne va pas et tente aussitôt de l'arrêter. Le Gumiho retrouve enfin sa lucidité. En regardant l'idame devant lui, il se rappelle soudainement ce que la Gumiho lui avait dit. Lorsqu'un renard est sur le point de prendre une forme humaine, ce qu'il désire le plus, c'est l'énergie vitale, et ce besoin n'a rien à voir avec l'amour, c'est une faim incontrôlable. Il décide alors d'aller la voir pour savoir comment maîtriser cela. La Gumiho lui répond que c'est très simple, il suffit d'éviter tout contact. Mon Dieu, autant devenir moine dans ce cas. Le Gumiho reste sans voix, il a mis tant d'efforts pour que l'idame revienne auprès de lui, et voilà qu'une nouvelle difficulté surgit en moins d'une journée. De son côté, l'idame rentre chez elle, les joues encore rouges, repensant au baiser du Gumiho avec une excitation palpable. Le lendemain, le Gumiho se sent soudainement étourdi, sa vision devient floue, et il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il finit par s'allonger pour se reposer un peu. Quand l'idame arrive en cours, elle apprend que le professeur est absent aujourd'hui parce qu'il ne se sent pas bien. Inquiète, elle se précipite immédiatement pour voir le Gumiho, dont le teint est incroyablement pâle. Elle s'approche pour vérifier son état et remarque qu'il est en sueur de la tête aux pieds. Dans un état semi-conscient, le Gumiho entend quelqu'un l'appeler et ouvre lentement les yeux pour voir l'idame. À cet instant, elle lui apparaît irrésistiblement séduisant, et une pulsion incontrôlable s'empare de lui. Il l'attire vers lui et, alors qu'il s'apprête à s'approcher davantage, il reprend soudain ses esprits. Il l'évite aussitôt et lui demande de sortir. La Gumiho, qui a tout compris, entraîne immédiatement l'idame dehors, mais cette dernière va droit au but. Je sais que tu es aussi une Gumiho, mais je veux juste savoir ce qui lui arrive. Pourtant, la Gumiho lui répond froidement, même si je te l'expliquais, les humains comme toi ne comprendraient pas. Mais une chose est sûre, elle ne comprend pas ce que nous sommes vraiment. Au moment où l'idame passe devant l'aîné, celui-ci lui demande si elle ne se sent pas bien ces derniers temps, car elle a beaucoup maigri en seulement quelques jours. Pourtant, l'idame ne remarque rien d'anormal. Par curiosité, elle rentre chez elle et se pèse. En voyant le chiffre affiché, elle est sous le choc, elle a perdu 10 kilos. Elle commence alors à se poser des questions, se pourrait-il qu'on lui ait absorbé son énergie vitale? Elle se rappelle soudainement l'appel du Gumiho, qui lui avait conseillé de garder ses distances pour le moment. À ce moment-là, elle n'avait pas vraiment compris pourquoi, mais il lui avait expliqué qu'après avoir récupéré la perle, il manquait d'énergie vitale, et s'il restait à ses côtés, il risquait inconsciemment d'aspirer la sienne, ce qui pourrait la mettre en danger. En y repensant, elle prend immédiatement son téléphone et appelle le Gumiho. Elle lui dit qu'il avait raison, ils doivent vraiment s'éloigner l'un de l'autre, au moins jusqu'à ce qu'ils trouvent une solution. Bien que le Gumiho soit profondément attristé en entendant ces mots, il dit qu'il comprend. Le lendemain, en allant en cours, l'idame remarque soudain qu'une présence se tient derrière elle. Elle tente de garder son calme avant de se retourner. Un homme l'observe fixement, puis sort un rouge à lèvres en disant qu'elle l'a fait tomber. Lorsqu'elle le récupère, intriguée, elle lui demande comment il sait qu'il lui appartient, mais l'homme lui répond simplement « Parce que je t'observe depuis toujours ». Cette atmosphère étrange la met encore plus mal à l'aise, la poussant à l'observer attentivement. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais il ne suit pas seulement l'idame, le Gumiho, lui aussi, est devenu une cible. À cet instant, il sent une énergie menaçante. En y regardant de plus près, il voit l'homme effleurer légèrement l'air de sa main, et aussitôt, un fil rouge invisible relie deux personnes entre elles. Puis, il se tourne vers le Gumiho et lui dit « C'est ce que les humains appellent le destin ». Le Gumiho s'énerve aussitôt. Pour lui, c'est une provocation directe envers son espèce. Il réplique que les Gumiho aussi savent mordre, tout comme les chiens. Mais face à lui, le dieu de la montagne, gardien des mariages humains, n'a même pas daigné lui répondre et a disparu sous ses yeux. Mais le destin a parfois une façon bien étrange de s'imposer. L'aîné se retrouve soudainement dans une situation délicate. Son père lui a confisqué sa carte bancaire, n'ayant pas d'autre choix. Il se rend alors chez l'oncle propriétaire du salon de thé dans l'espoir d'un petit coup de pouce. Évidemment, l'oncle ne semble pas du tout disposé à l'aider, mais soudain, il remarque que les clientes du salon ne quittent pas l'aîné des yeux, fasciné par son charme. Sans perdre une seconde, l'oncle lui tend un uniforme et lui demande « Tu veux de l'argent? C'est ça? Très bien, mais d'abord, tu bosses pour moi. Justement, je cherche un employé. » L'aîné, habitué à être choyé depuis son enfance, ne peut tout simplement pas accepter cela. Soudain, le fil rouge attaché à sa main se tend droit devant lui. C'est l'idame qui vient postuler, avec un air sérieux. Il insiste auprès de son oncle pour qu'il l'accepte absolument. L'oncle, un homme d'expérience, comprend immédiatement la situation. Pendant ce temps, le Gumiho commence à s'inquiéter. Ce fil rouge pourrait-il vraiment fonctionner? La Gumiho lui explique alors, selon la légende, un homme et une femme reliés par ce fil sont destinés à être ensemble. Quoi qu'il arrive, curieuse, elle lui demande pourquoi il s'y intéresse soudainement, mais le Gumiho répond simplement, ce qui m'intéresse, c'est de couper ce fil rouge. Le soir, toute la classe sort dîner ensemble. L'aîné, soucieux, conseille à l'idame de ne pas trop boire, ce qui pousse une fille assise à côté d'eux à croire qu'ils sont en couple, mais l'idame réagit immédiatement, j'ai déjà un petit ami. Le cœur de l'aîné se serre douloureusement, alors il commence à boire pour noyer son chagrin. Même si l'alcool lui donne un mal de tête atroce, il ne peut s'empêcher de vouloir
devoir veiller sur Lidam lorsqu'il la voit sur le point de partir, mais à ce moment-là, la douleur dans sa tête devient insupportable. Lidam lui dit alors de s'occuper de lui-même et s'apprête à partir. Cependant, un fil rouge l'arrête net. Sans comprendre pourquoi, elle fait soudain demi-tour et lui demande s'il veut qu'elle lui appelle un taxi, mais au lieu de répondre, l'aîné vacille et tombe instinctivement contre elle. Le cœur de Lidam rate un battement. Ce qu'elle ignore, c'est que cette scène n'échappe pas au Gumiho, qui observe tout à quelques pas de là. Finalement, Lidam commande un taxi pour l'aîné, mais au moment où il attrape sa main, le Gumiho surgit et l'écarte immédiatement, sans même un mot. Il referme la portière du taxi pour lui, comme pour lui dire très clairement, casse-toi. En voyant le fil rouge attaché à la main de Lidam, le Gumiho ne peut s'empêcher de s'inquiéter de plus en plus. Lidam remarque aussitôt son trouble et lui explique que l'aîné avait simplement trop bu, lui disant de ne pas y prêter attention, mais le Gumiho répond calmement, rassure-toi, je ne suis pas du genre à me vexer pour si peu. Le lendemain, Lidam se plonge dans son travail. À ce moment-là, le Gumiho l'appelle pour savoir si elle est fatiguée et lui propose de venir la chercher après, mais en voyant l'aîné, qui est désormais son collègue, elle s'empresse de répondre qu'elle peut rentrer seule. C'est alors que l'aîné renverse soudainement sa boisson. Voyant cela, Lidam raccroche immédiatement et lui demande s'il va bien, mais ces quelques mots n'échappent pas au Gumiho, qui les entend parfaitement à travers le téléphone. Un peu plus tard, lorsque leur journée de travail se termine, l'aîné retient Lidam et lui demande si elle veut qu'il la ramène chez elle. Lidam refuse, mais l'aîné trouve un prétexte. Ça tombe bien, j'avais justement une question à te poser sur le travail. Lidam propose alors d'en parler en marchant, sans se douter que, de loin, le Gumiho assiste à toute la scène, et plus il regarde, plus il sent une pointe d'agacement grandir en lui. Le soir venu, alors que le Gumiho s'apprête à parler à Lidam de son travail, une coupure de courant plonge soudainement la maison dans le noir. Lidam avance d'un pas, mais trébuche sans le vouloir, et tombe directement contre le Gumiho. À cet instant, la perle jaillit brusquement avant de filer droit dans la bouche de Lidam. Le Gumiho reste figé, complètement abasourdi, il ne sait même plus quoi faire. De son côté, Lidam se dit que, maintenant que la perle est déjà avalée, il n'y a plus grand chose à faire, mais le Gumiho s'approche et lui demande de fermer les yeux. Mon Dieu, c'est juste un prétexte pour récupérer la perle, pas vrai? Et dans ce moment de proximité inévitable, la distance entre eux s'amenuise une fois de plus. Ainsi, tous deux s'ouvrent l'un à l'autre. Lidam confie que c'est un pur hasard si elle travaille au même endroit que l'aîné. De son côté, le Gumiho lui révèle que le dieu de la montagne a attaché un fil rouge entre elle et l'aîné, et que désormais, elle est même capable de le voir. Curieuse, elle tente de tirer sur ce fil, mais en vain. Déterminée à le couper, elle se précipite pour chercher des ciseaux, mais dans sa précipitation, elle trébuche et tombe lourdement au sol. Juste à ce moment là, le Gumiho arrivé, voyant Lidam blessée, se précipite immédiatement vers elle, mais soudain, il se fige sur place, incapable de bouger. Un homme apparaît alors et lui dit « Osez défier le destin qui t'a été assigné, ne sais-tu pas que les conséquences pourraient être désastreuses ?» Lidam le regarde et demande « Cela signifie-t-il que mon avenir est déjà tout tracé ?» Le dieu de la montagne répond calmement « Peut-être que je ne peux pas prédire chaque détail de l'avenir, mais je peux te montrer ce qui est sur le point d'arriver. » À peine a-t-elle vu l'aîné que Lidam s'écarte instinctivement. Lidam ferme alors les yeux et voit défiler devant elle une série de souvenirs doux avec l'aîné. Pendant ce temps, le Gumiho lutte de toutes ses forces pour se libérer de son immobilité. Finalement, il parvient à bouger et aide Lidam à se relever. Le dieu de la montagne la rassure en lui disant qu'il ne s'agissait que d'un rêve, mais il en profite aussi pour rappeler au Gumiho qu'il n'est qu'une bête et qu'il n'a pas le droit de choisir son destin. Le soir venu, le Gumiho affiche un air embarrassé et ne lâche plus Lidam d'une semelle. Il avoue qu'il a terriblement peur qu'on lui vole Lidam. Elle le regarde, amusée, et le rassure, ne t'inquiète pas, tu réfléchis trop. Ce qu'elle ignore, c'est que le Gumiho tient dans sa main le fil rouge qui la relie à l'aîné, et ce fichu fil semble bel et bien posséder un pouvoir étrange. Le lendemain, après les cours, Lidam aperçoit le Gumiho qui l'attend. Ravie, elle court vers lui, mais, soudainement, un fil rouge se tend sur son chemin et la fait trébucher. Pile à ce moment-là, l'aîné passe par là et la rattrape de justesse. Elle sait que c'est à cause du fil rouge. L'aîné lui propose alors de l'emmener à la soirée, mais elle répond qu'elle rentre avec quelqu'un d'autre. Lorsqu'il lui demande avec qui, le Gumiho arrive et déclare « Elle rentre avec moi ». Intrigué, l'aîné demande pourquoi Lidam monte dans la voiture d'un professeur. Pris au dépourvu, le Gumiho ne sait pas quoi répondre, mais Lidam brise aussitôt le malaise et annonce publiquement qu'ils sortent ensemble. Loin d'être impressionné, l'aîné rétorque froidement « Peu importe avec qui tu sors, mais lui, c'est hors de question ». Lidam ne comprend pas ce qu'il veut dire, mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, le Gumiho l'attrape par la main et l'entraîne avec lui. En classe, plus elle y pense, plus quelque chose lui semble étrange. C'est alors que la professeure sort du bureau du Gumiho. Le Gumiho affiche un sourire radieux, mais soudain, il se rend compte que Lidam l'observe depuis derrière. Pris de honte, il s'écarte brusquement et repousse la main de la professeure, puis, il fait quelque chose d'inimaginable. Lidam assiste avec stupeur à la scène, les yeux de son petit ami changent de couleur, et la professeure, comme ensorcelée, s'éloigne docilement. En voyant cela, un frisson parcourt tout son corps, elle prend enfin conscience que son petit ami n'est pas humain, elle n'aurait jamais imaginé qu'il puisse faire une telle chose. Le Gumiho tente de lui expliquer, mais elle le repousse immédiatement, esséurée par le fait qu'il ait utilisé son énergie vitale pour manipuler quelqu'un. Sa déception est immense. Pendant ce temps, des rumeurs commencent à circuler sur une prétendue proximité entre le Gumiho et la professeure, alimentée par des photos compromettantes. En voyant cela, la Gumiho comprend aussitôt ce que cherche réellement le Gumiho. Voyant l'air abattu de Lidam, elle devine aussitôt ce qui se passe, même
si elle n'a pas vraiment envie de se mêler de cette histoire, elle l'interpelle et l'emmène sous prétexte de l'inviter à manger. Pendant le repas, elle prend la défense du Gumiho, tu ne peux pas lui en vouloir pour ça, tu sais, il est un Gumiho qui a cultivé son pouvoir pendant plusieurs siècles, faire des choses dans l'ombre sans que personne ne s'en aperçoive, c'est un jeu d'enfant pour lui, elle évite de lui dire que la perle d'un Gumiho absorbe l'énergie vitale de l'autre, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'a pas choisi de le faire. Cependant, cette fois, la perle du Gumiho commence à virer au bleu. Intriguée, l'Idame demande pourquoi elle change de couleur. Surprise, la Gumiho lui répond. Les perles rouges absorbent l'essence vitale des humains et deviennent bleues. Une fois que c'est fait, leur propriétaire peut alors se transformer en humain. Tu ne le savais pas? Depuis que le Gumiho a rencontré l'Idame, sa perle a commencé à changer de couleur. Cependant, elle n'est devenue bleue qu'à moitié, ce qui explique pourquoi il a perdu le contrôle cette fois-ci. En apprenant que le Gumiho a la capacité de se transformer en humain, l'Idame affirme immédiatement qu'elle a quelque chose d'important à faire, et cette chose importante, c'est aller le voir. À peine la Gumiho ouvre-t-elle la bouche qu'elle reconnaît son erreur, elle aurait dû prendre en compte les sentiments de l'Idame, elle promet de ne plus agir de manière irréfléchie, mais à la surprise du Gumiho, l'Idame lui attrape la main et, avec une voix douce et suppliante, lui demande de lui confier sa perle pour qu'elle puisse en prendre soin. Le Gumiho refuse catégoriquement, je ne veux pas te voir être blessé par mon énergie vitale, tu me prends à la légère ou quoi? Voyant l'Idame s'emporter, il tente aussitôt de la calmer, reste tranquille, ne t'énerve pas. À la surprise générale, l'Idame se jette soudainement sur le Gumiho, lui attrape le visage et tente d'aspirer la perle. Pris de court, il n'a d'autre choix que de prendre la fuite, mais à peine arrive-t-il à son bureau que l'Idame l'attend déjà au tournant. Acculé, il utilise immédiatement son pouvoir pour disparaître. Après plusieurs tentatives d'évasion, il commence à se sentir épuisé. À ce moment-là, la Gumiho passe par là et le voit. En tant que congénère, elle ne peut s'empêcher de s'inquiéter pour lui, mais ce qu'elle ignore, c'est que le pire est encore à venir pour le Gumiho. Déterminée à l'aider à atteindre son objectif de devenir humain, elle décide d'aller voir l'Idame. Tu veux que le Gumiho t'écoute sagement? Lui demande-t-elle. Intriguée, l'Idame se demande bien quelle méthode pourrait être efficace contre un renard aussi rusé. La Gumiho lui sourit et lui glisse un conseil. Pour ça, il faut que toi aussi tu deviennes un renard. N'oublie pas que la plus grande force des Gumiho, c'est de tendre des pièges. L'Idame décide alors de demander l'aide de Gégine pour mettre en place un piège, ou plutôt, jouer une scène bien orchestrée, sous prétexte de l'aider à tester les sentiments de la Gumiho à son égard. Elle convainc Gégine de participer à son plan. Dès qu'il entend le nom de la Gumiho, Gégine se radoucit immédiatement. Sans hésitation, ils se mettent d'accord, on le fait. Ainsi, devant tout le monde, ils affichent une complicité exagérée, se montrant plus proches que jamais, et comme prévu, le Gumiho ne tarde pas à ressentir un pincement désagréable en les voyant. Justement, la Gumiho arrive et tombe sur cette scène troublante, elle ne peut s'empêcher de se demander, leur amitié aurait-elle dépassé une certaine limite? Sur le chemin du retour, cette pensée ne cesse de la hanter, jamais elle n'aurait imaginé que la ruse qu'elle avait enseignée à l'Idame se retournerait contre elle, mais elle finit par se convaincre que ce ne sont que des broutilles humaines, sans importance, peu importe, ça ne m'atteindra pas. Elle ignorait à quel point cela la blesserait de voir ces deux-là aussi proches, mais au fond d'elle, la jalousie grondait silencieusement. Le soir venu, l'Idame remarque le fil rouge attaché à sa main étendue au maximum. Sans trop réfléchir, elle ramasse un couteau dans une poubelle et tranche le fil d'un coup sec. Une scène étrange se produit alors. En un instant, elle est transportée dans une dimension inconnue. Face à elle, un homme la fixe et déclare d'un ton amusé. Tu es bien audacieuse d'utiliser ce moyen pour m'invoquer, mais l'Idame ne se laisse pas impressionner. Elle le regarde droit dans les yeux et répond sans hésiter. J'ai déjà quelqu'un que j'aime, tu n'aurais pas autre chose à faire que de perdre ton temps avec moi. Le dieu de la montagne esquisse un sourire. Je fais ça pour le bien du Gumiho. Ne t'es-tu jamais demandé pourquoi sa perle n'est qu'à moitié bleue? Il s'approche lentement et murmure. Ce qui transforme une perle en bleu, ce n'est pas l'énergie vitale, mais la nature humaine. Si je t'ai laissé être lié par le fil rouge, c'était pour que tu puisses en faire l'expérience toi-même, apprendre ce qu'est la souffrance, avant d'atteindre le bonheur. En d'autres termes, c'était une forme d'épreuve initiatique. S'il parvenait à traverser ces épreuves et à combler ce qui lui manque, alors il deviendrait naturellement humain. L'Idame n'a même pas le temps de répondre qu'elle est brutalement ramenée à la réalité, mais désormais, tout est clair pour elle. Ce qui manque au Gumiho, c'est son humanité. Déterminée, elle se plonge alors dans les recherches, fouillant livres et documents, étudiant la nature humaine sous toutes ses facettes. Le soir venu, elle annonce fièrement au Gumiho qu'elle a trouvé un moyen de faire devenir la perle entièrement bleue. Lui, sceptique, la prévient, si ton plan implique que tu me donnes de ton énergie vitale, tu peux tout de suite aller prendre une douche et aller dormir, mais l'Idame le rassure, fais-moi confiance, il te suffit juste de me suivre. Le lendemain, alors que le Gumiho conduit l'Idame en voiture, un véhicule surgit soudainement derrière eux et accélère brutalement. D'instinct, il appuie sur les freins et se tourne immédiatement vers l'Idame. Inquiet, ça va, tu n'as rien. Mon Dieu, tu m'as fait peur, s'exclame-t-elle avant de froncer les sourcils. Je t'ai déjà dit de ne pas jurer, non? Le Gumiho soupire et répond, résigné, oui, je vais essayer de corriger ça. Alors qu'elle marche, l'Idame réfléchit à un moyen d'aider le Gumiho à développer sa nature humaine. Soudain, il apparaît devant elle. Gênée, elle lâche un simple, on se retrouve à la maison plus tard. Le Gumiho tit, se retrouver à la maison. Merde, c'est pas bon ça. Ah, j'ai rendez-vous avec un professeur chez moi pour discuter de ma thèse, précise-t-elle rapidement. À ces mots, sa meilleure amie s'exclame avec enthousiasme, super, on peut venir avec toi, alors. L'Idame, prise au dépourvu, acquiesce aussitôt, bien sûr, le professeur sera ravi. Le Gumiho
n'a même pas le temps de protester, en un rien de temps, tout le groupe débarque chez lui, Lidam fait semblant de remercier le professeur pour son invitation et, d'un signe de tête, indique à Jejin d'apporter le cadeau, sans perdre de temps, elle se dirige directement vers le bureau, intriguée, Jejin l'interpelle, et « tu vas où comme ça ?» Pris de court, Lidam se rend compte de son imprudence et se rattrape aussitôt, dans les maisons normales, le bureau est toujours par là, non, puis elle se tourne vers le Gumiho et lui demande avec assurance, « j'ai raison, pas vrai ?» Le Gumiho, en sueur face à tant d'audace, acquiesce malgré lui, « tu es vraiment perspicace ?» Lorsqu'il trouve enfin les documents qu'il cherchait, le Gumiho laisse échapper un soupir soulagé, « tant mieux si vous avez trouvé ce qu'il vous fallait ?» La meilleure amie de Lidam le remercie sincèrement, mais lui coupe court, « bon, si c'est tout, vous pouvez rentrer maintenant. » Mais Lidam n'est pas du genre à se laisser mettre dehors aussi facilement, en un éclair, elle a une nouvelle idée. « Professeur, c'est rare qu'on ait l'occasion de venir chez vous. Et si on en profitait pour faire la fête ?» Mais elle ne s'attendait pas à ce que cette ruse échoue. Pendant leur conversation, ils ont évoqué le petit ami secret de Lidam, et ce n'était pas une bonne chose. Instinctivement, Lidam a jeté un regard vers le Gumiho, sa meilleure amie, qui n'avait rien compris, continuait à râler, rappelant combien elle avait pleuré lors de sa dernière rupture alors que lui n'en avait rien à faire. Pas étonnant qu'elle l'ait traité de Gumiho rusé et sans cœur. À ce moment-là, le Gumiho sentait la colère monter, comme de l'eau prête à bouillir. Il essayait de se retenir, mais il continuait à bavarder. Soudain, leur marmite a explosé. Inutile de se demander qui en était responsable. L'homme a glissé son sac sous son bras, puis a attrapé la main de sa petite amie. Après avoir balayé les alentours du regard pour s'assurer que personne ne les voyait, il s'est téléporté dans la voiture de quelqu'un d'autre. Là, ils ont fait quelque chose. Le Gumiho ne sait pas quoi répondre, ce qui fait rire la Gumiho. « Tu as vécu 999 ans, il est normal que ta vue baisse, je peux le comprendre. » Ces mots le mettent mal à l'aise devant Lidam. Il réplique alors que, même dans son état actuel, il pourrait sans problème déplacer sa voiture au milieu de la route. Voyant que le Gumiho commence à perdre son sang-froid, Lidam change rapidement de sujet et propose de rentrer. Le Gumiho décide alors de ne plus s'attarder sur la remarque de la Gumiho. Et tous deux disparaissent en se téléportant sans encombre. Intrigué par cet échec, Lidam s'interroge, mais le Gumiho lui répond que c'est sans doute à cause de la fatigue. Elle n'y réfléchit pas davantage et s'éloigne. Pourtant, dès qu'elle part, le Gumiho commence à douter de lui-même. Logiquement, c'était impossible. Pourtant, il tendit la main et les livres sur l'étagère s'envolèrent aussitôt vers lui. Aucune anomalie au niveau de son pouvoir. Ensuite, il tente avec un pot de fleurs. Mais celui-ci ne fait que légèrement trembler avant de rester immobile. Il réessaya encore. En entendant son appel, la Gumiho vint le rejoindre. Pourquoi ça marche parfois et parfois non? Quoi? D'après la Gumiho, son joyau avait déjà viré au vert aux 2/3. Aussitôt, elle fit le lien. À l'époque, lorsqu'elle s'était téléportée à Paris, elle avait découvert à son retour qu'elle ne pouvait plus utiliser son pouvoir, mais lorsqu'elle avait été arrêtée pour entrée illégale sur le territoire, son énergie était revenue comme si de rien n'était. Puis, quelques jours plus tard, elle est devenue humaine. La situation actuelle du Gumiho correspondait exactement à cette phase de transformation imminente. On dirait que, d'une seconde à l'autre, le Gumiho va se transformer en humain. Le soir venu, il ne peut contenir sa joie et veut annoncer la bonne nouvelle à Lidam en premier. Elle lui demande de quoi il parle, mais avant même qu'il ne termine sa phrase, il aperçoit son reflet dans le miroir, ses mains deviennent transparentes, son cœur se serre soudainement, comme si on venait de lui jeter un seau d'eau glacée au visage. Peut-être que la fin est proche. Lidam croit qu'il parle de sa transformation imminente en humain et, excitée, elle se jette dans ses bras, mais le Gumiho ne répond rien. Plus tard dans la nuit, son comportement devient étrange, il dit qu'il va peut-être bientôt devenir humain, qu'il commence à avoir un peu froid, puis se glisse directement dans le lit de Lidam, prenant une posture qui suggère qu'il attend qu'elle dorme avec lui. Lidam, voyant clair dans son jeu, comprend que ce vieux renard recommence ses manigances, mais avant même qu'elle puisse réagir, il l'attire brusquement contre lui. Le lendemain, le Gumiho propose qu'il sèche les cours et sorte s'amuser. Lidam dit que c'est exactement ce qu'elle voulait. Tous deux prennent de magnifiques photos avant de s'amuser avec toutes les activités qu'un couple est censé faire, mais alors qu'ils se promènent près de la maison des lanternes, Lidam trébuche et tombe. Le Gumiho essaie de la rattraper, mais l'instant d'après, il se retrouve soudainement au beau milieu d'une rue. Il baisse les yeux vers sa main, elle est devenue translucide, puis, il regarde son joyau, il est fissuré, il comprend que son temps est compté. Lidam, de son côté, se demande où il est passé. Soudain, quelqu'un l'enlace, elle se retourne et voit le Gumiho, furieuse. Elle lui demande pourquoi il a disparu sans prévenir. Ce n'est pas drôle du tout. Ma chute m'a fait un mal de chien. Mais le Gumiho ne lui dit toujours pas la vérité. C'est à ce moment-là que la mère de Lidam annonce qu'elle rentrera dans quelques jours et que Lidam devra passer quelques jours chez elle. L'instant où elle lâche sa main, le cœur du Gumiho se vide, comme s'il venait d'être creusé de l'intérieur. Il ne sait pas s'il pourra revoir Lidam un jour, alors, il va voir la Gumiho. Il commence par la remercier d'avoir toujours pensé à lui. Presque 1000 ans ont passé, et pourtant, il n'a toujours pas réussi à devenir humain. Il lui exprime sincèrement sa gratitude pour tout ce qu'elle a fait pour lui, mais la Gumiho l'interrompt aussitôt, refusant d'entendre des mots qui ressemblent à des adieux. Cette fois, pourtant, le Gumiho veut lui demander une dernière faveur, une chose que seule elle peut accomplir. De retour chez lui, il s'effondre au sol, accablé de faiblesse. Il pleure, non pas par peur de disparaître, mais parce qu'il ne supporte pas l'idée d'être séparé de Lidam. C'est la fois où il a pleuré le plus douloureusement. En 1000 ans, à cet instant, plus Lidam y pense, plus elle sent que quelque chose ne va pas. Soudain, elle aperçoit la photo qu'elle a prise avec le Gumiho sur la table. Elle est en train de disparaître peu à peu. Un mauvais
mauvais pressentiment l'envahit. Pendant ce temps, le Gumiho est en train d'écrire sa lettre d'adieu. Affolé, l'Idam l'appelle tout en courant à toute vitesse vers chez lui. Qu'est-ce que tu veux dire par arriver au bout du chemin? Le Gumiho comprend qu'il ne peut plus rien lui cacher, mais l'Idam, submergée par l'inquiétude, ne remarque pas la voiture qui fonce droit sur elle. Lorsqu'elle s'en rend compte, elle se fige, incapable de bouger. Le Gumiho sent aussitôt le danger. À cet instant précis, quelqu'un la pousse violemment sur le côté. Quand elle relève la tête, elle voit le Gumiho allongé sur le sol, percuté par la voiture. À cet instant, le Gumiho regarde l'Idam en silence, mais il n'a plus aucune force. Il ne peut que laisser couler des larmes désespérées. L'Idam se précipite vers lui, mais il garde les yeux fermés. Épuisé, son corps commence lentement à disparaître. Lorsqu'elle arrive enfin à sa hauteur, elle effleure les dernières traces de chaleur qu'il laisse derrière lui. Le cœur brisé, elle éclate en sanglots. Ses yeux s'arrêtant sur la lettre inachevée du Gumiho, une vague d'émotions contradictoires l'envahit. Elle jette un regard à son téléphone et tombe sur une photo d'eux. C'est alors qu'elle remarque quelque chose d'anormal, alors que son image avait disparu des clichés, il est à présent de nouveau visible. Se pourrait-il que le Gumiho existe encore quelque part dans ce monde? Convaincu qu'il reviendra, l'Idam décide de rester chez lui pour l'attendre, et ainsi, les jours passent, comme si le Gumiho n'était parti qu'en voyage d'affaires, mais l'attente dure jusqu'au printemps suivant. Un jour, la Gumiho vient voir l'Idam et lui annonce qu'elle a reçu une mission de la part du Gumiho. Il savait que sa fin approchait, alors il lui avait confié une tâche. Si elle voyait l'Idam souffrir, elle devait utiliser le joyau du Gumiho pour effacer ses souvenirs. Il espérait qu'elle oublierait tout et qu'elle pourrait continuer à vivre sa vie. Lorsque la Gumiho sort le joyau, l'Idam répond que, même si elle doit souffrir toute sa vie, elle ne veut pas effacer ses souvenirs. À cet instant, dans un autre espace-temps, le Gumiho entend, ou du moins croit entendre, les sanglots de l'Idam. Malgré lui, il ne peut s'empêcher de laisser couler quelques larmes. Mais un jour, alors que l'Idam se réveille, elle sent une présence silencieuse derrière elle. L'Idam, tu vas bien? Au loin, la Gumiho ressent soudain une étrange intuition. À ce moment-là, l'Idam éclate en sanglots, incapable de prononcer un mot. Même la Gumiho, submergée par l'émotion, ne peut retenir ses larmes et finit par pleurer à chaudes larmes. Elles ont attendu ce moment bien trop longtemps. Après tant d'épreuves, ils sont enfin là, tous deux vêtus de noir. Cet endroit. Oui, puis, leurs doigts s'entrelacent, mais à leur grande surprise, une foule immense fait déjà la queue devant eux. L'Idam presse le Gumiho de lancer un sort pour dépasser tout le monde et récupérer leur certificat plus vite, mais il la rappelle à l'ordre. Je suis un humain maintenant, je ne peux plus utiliser de magie. Puis, avec un sourire, il lui demande de ne pas le critiquer. L'Idam le rassure immédiatement. Ne t'inquiète pas, même si moi je te critique, ma mère, elle, ne dira jamais rien contre toi. Il s'avère qu'au moment où sa mère était rentrée au pays la dernière fois, elle avait trouvé l'adresse du Gumiho grâce aux informations de livraison de l'Idam et était venue le rencontrer. Pris sur le fait, il se fige, terriblement gêné. Il faut dire que la mère de l'Idam est une femme du milieu, impossible de lui mentir sans se faire prendre. Dans la panique, l'Idam n'a d'autre choix que de demander au Gumiho d'effacer la mémoire de sa mère. Comme toujours, il obéit sagement. Ses yeux changent alors de couleur tandis qu'il tente d'effacer le souvenir de cette scène, mais contre toute attente, la volonté de la mère est bien trop forte, elle ne vacille même pas. Totalement insensible à son sort, le Gumiho n'en revient pas. C'est la première fois qu'il tombe sur quelqu'un d'aussi coriace. L'Idam réalise aussitôt que sa mère n'a pas été affectée et regarde le Gumiho avec inquiétude. Celui-ci secoue la tête, c'est inutile. Sa mère repose alors la question, plus directe que jamais. Vous vivez ensemble, n'est-ce pas? Voyant qu'il est impossible de cacher la vérité, le Gumiho prend les devants et admet, oui, l'Idam vit bien chez moi, mais rassurez-vous, il ne s'est rien passé qui pourrait vous inquiéter, et il n'y en aura jamais. L'Idam ressent soudainement une déception inexplicable, mais contre toute attente, sa mère se révèle d'une grande ouverture d'esprit. Non seulement elle ne se met pas en colère, mais elle les félicite même pour leur honnêteté, ce qui la satisfait pleinement. En raccompagnant sa mère, l'Idam l'entend murmurer quelque chose, elle lui conseille de faire un effort et lui confie qu'elle est très satisfaite de son futur gendre. Amusée, l'Idam se tourne vers le Gumiho et lui demande s'il veut aller saluer sa belle-mère, mais celui-ci décline, il préfère rentrer pour s'occuper d'une affaire importante. Ainsi, après avoir traversé tant d'épreuves, ils ont enfin droit à une fin heureuse. Le film se termine ici. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like pour nous encourager à produire encore plus de vidéos passionnantes.